That's Clint Eastwood's new film, Richard Jewell. All right. Your 38th film that you've directed. Inutile de dire que je n'ai pas fini. Et puis il dit, « Eh bien, » j'ai dit, « Je ne peux pas faire ça. » Howard. J'ai dit, « C'est absolument impossible. Ce n'est pas écrit pour moi. Et même si c'était le cas, je ne suis pas sûr que ce soit le bon genre. » Et puis il dit, « Dis n'importe quoi. Dis n'importe quoi. » Alors j'ai juste pris le livre. Et il m'a poussé directement sur la scène, et j'étais là. Depuis des décennies, le légendaire Clint Eastwood est connu pour ses rôles emblématiques dans des films tels que L'inspecteur Harry et le Bone, La Brute et le Truand. Malgré sa carrière prolifique, Eastwood a toujours été un homme de peu de mots, préférant garder sa vie privée. Mais après plus de 60 ans de silence, l'acteur a finalement rompu son silence et révélé une histoire déchirante de son passé qui met en lumière la douleur cachée qu'il porte en lui depuis des décennies. Rejoignez-nous pour découvrir la sombre vérité qui se cache derrière l'histoire soigneusement gardée de Clint Eastwood. Clint Eastwood est une figure importante du divertissement américain, dont l'histoire regorge de détails remarquables. Né en 1930 pendant la Grande Dépression, Eastwood a connu des débuts modestes. Son père était un travailleur migrant et sa mère travaillait dans une usine. À la naissance, Eastwood pesait 52 kilos, ce qui était assez inhabituel pour l'époque. Eastwood a grandi jusqu'à atteindre une taille de 1,88 même et a été enrôlé dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée. Un épisode souvent oublié de sa vie s'est produit à l'âge de 21 ans, lorsqu'il a été impliqué dans un accident d'avion. Il a raconté qu'il était à bord d'un avion de la marine de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui voyageait de Seattle à Alameda lorsque celui-ci s'est écrasé dans l'océan Pacifique. Eastwood s'est souvenu: « J'ai pris un vol gratuit de Seattle à Alameda. C'était une tempête et nous avons coulé au large de Point Reyes, en Californie, dans le Pacifique. Je me suis retrouvé dans l'eau, nageant sur quelques kilomètres vers le rivage. Je me souviens avoir pensé que 21 ans, ce n'est pas aussi longtemps qu'une personne souhaite vivre. » L'expérience d'Eastwood lors de sa traversée de l'océan Pacifique et de son escalade d'une falaise, pour appeler à l'aide, a peut-être influencé son approche de la réalisation de Sully Miracle sur The Hudson. Bien qu'il ait indiqué au Télégraphe que ces expériences n'ont pas directement influencé sa décision de faire le film, elles lui ont certainement permis de mieux comprendre les décisions critiques prises par le capitaine Chesley Sully Sullenberger lors de l'atterrissage d'urgence du vol 1549 d'US Airways. Eastwood a noté: « Je pense que si je m'étais retrouvé dans une situation comme celle des pilotes, j'aurais choisi d'atterrir plutôt que de me diriger vers un endroit sans piste. » Eastwood a reconnu que la connaissance de la région par Sully avait été un facteur crucial dans le succès du débarquement sur le fleuve Hudson, malgré les contestations des autorités. Il a expliqué qu'il connaissait l'emplacement des ports d'hélicoptères et des itinéraires de ferry. Il avait donc choisi un endroit qui permettrait un sauvetage rapide. Ce n'était pas comme être bloqué au milieu de l'océan. Il a été particulièrement captivé par les conséquences de l'atterrissage de Sully. Il a observé que Sully était un homme qui garde son sang-froid face à l'adversité, qui peut relever les défis sans céder à la panique, qui fait preuve d'un caractère exceptionnel et qui est fascinant à observer à l'écran. Il a également critiqué le comité d'enquête pour avoir scruté les décisions de Sully, malgré le fait qu'il ait sauvé de nombreuses vies. Pour mieux comprendre Clint Eastwood, faisons un voyage à travers sa vie et découvrons comment il est devenu une icône hollywoodienne célèbre. Les débuts de Clint Eastwood. Clint Eastwood est né en Californie en 1930, bénéficiant d'une éducation privilégiée grâce à la richesse de sa famille. Cependant, son amour pour les activités de plein air le détournait souvent de ses études, ce qui lui causait des difficultés à l'école. Il a fini par abandonner ses études, probablement sans avoir terminé ses études, après avoir eu de nombreux ennuis pour ses farces pendant son adolescence. À l'adolescence, il a occupé divers emplois, notamment celui de livreur de journaux, de caddie de golf et de maître nageur. À 21 ans, il fut enrôlé dans l'armée pendant la guerre de Corée, mais il servit principalement à Fort Ord, en Californie, lors d'un incident remarquable. Il réussit à embarquer sur un bombardier Douglas AD revenant de Seattle, mais l'avion tomba en panne sèche et s'écrasa dans l'océan. Clint et le pilote durent nager 3 kilomètres pour atteindre la côte. À Fort Ord,
Clint rencontre le réalisateur Arthur Lubin, qui lui propose une audition chez Universal International Film Company. Bien qu'il débute avec de petits rôles à la télévision et dans des films à petit budget, sa grande percée arrive en 1958 lorsqu'il est choisi pour incarner Rowdy Yates dans la série télévisée Rawhide. La série, diffusée de 1959 à 1965, contribue à faire de Clint une personnalité connue, même s'il se sent quelque peu limité par le personnage de Rowdy, qui est dépeint comme trop vertueux. Il saisit avec enthousiasme l'opportunité de jouer dans Pour une poignée de dollars lorsqu'elle lui fut offerte. Cette opportunité marqua le début des westerns spaghetti de Sergio Leone, où Clint Eastwood incarna le personnage emblématique connu sous le nom de l'homme sans nom. Il reprendra ce rôle dans Et pour quelques dollars de plus, et le bon, La Brute et le Truand. D'abord sorti en Italie avant de faire son chemin dans le reste de l'Europe. Ce n'est qu'en 1967 que ces films ont atteint le public américain et ont été critiqués par les critiques de l'époque. Cependant, avec le recul, ces films sont aujourd'hui célébrés comme des classiques. De nombreux critiques de l'époque les trouvaient trop éloignés des westerns conventionnels qu'ils avaient l'habitude d'évaluer. En 1968, Clint a joué dans Hang 'em High, un western de vengeance qui a reçu des critiques positives. Suite à ce succès, il s'est aventuré dans divers films non-western, notamment Coogan's Bluff et Where Eagles Dare, avant d'endosser le rôle légendaire de l'inspecteur Harry. La carrière de Clint a évolué à travers un mélange de films western et non-western, tels que Thunderbolt and Lightfoot, The Outlaw Josie Wales et 4 autres volets de l'inspecteur Harry. En 1992, il réalise le film Impitoyable, qui reçoit 9 nominations aux Oscars et lui vaut le prix du meilleur réalisateur, ainsi que celui du meilleur film. Clint Eastwood réalise également Sur la route de Madison en 1995 avec Meryl Streep. En 2003, il réalise Mystic River, qui remporte 2 Oscars et lui vaut une nomination pour le prix du meilleur réalisateur. L'année suivante, il rencontre un nouveau succès avec Million Dollar Baby, qu'il réalise également, et remporte 4 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film. À 74 ans, Clint devient le réalisateur le plus âgé à remporter 2 Oscars du meilleur réalisateur. Cependant, il a eu peu de conflits avec des acteurs de l'industrie du cinéma. La querelle entre Clint Eastwood et John Wayne. On a dit que John Wayne se sentait peut-être quelque peu mal à l'aise avec Clint Eastwood, qui représentait une nouvelle direction dans le genre du western, alors que John était satisfait des rôles emblématiques qu'il avait créés. L'émergence des westerns spaghetti a apporté un changement de style significatif. À un moment donné, Wayne a même refusé l'opportunité d'incarner l'inspecteur Harry, ce qui montre bien qu'il avait du mal à s'adapter au paysage changeant d'Hollywood. Pour tenter de contrer le succès de l'inspecteur Harry, il a accepté le rôle dans Mickey Q et en réponse au bluff de Coogan. Il a joué dans Brannigan. Malheureusement, aucun des 2 films n'a eu le succès qu'il espérait, ce qui pourrait suggérer que ses tentatives d'imiter les réalisations de Clint provenaient d'un sentiment d'envie envers le jeune acteur. En 1973, Clint a proposé à John de rejoindre le casting de High Plains Drifter. Cependant, Wayne a refusé, estimant que le film représentait mal l'Ouest américain. Clint a plus tard laissé entendre que le refus de John était influencé par son engagement dans un autre projet western avec Don Siegel à cette époque. Wayne considérait High Plains Drifter comme un affront à la fois à l'Ouest américain et au genre western lui-même, car il avait du mal à accepter que les comportements décrits dans le film reflètent le véritable Far West. Malgré les tentatives de Clint pour convaincre John, y compris en changeant de studio, Wayne est resté résolu dans sa décision de refuser le rôle sans donner d'explication claire. Au lieu de cela, il a choisi de critiquer certains des films précédents de Clint. Ce moment marque le moment où il se rapproche le plus d'une collaboration, John Wayne reconnaissant le potentiel de Clint Eastwood pour une plus grande renommée, tout en luttant contre les sentiments de ressentiment envers le succès croissant de la jeune star. Clint Eastwood est devenu un réalisateur plus important que John Wayne, dont la plupart des éloges sont venus après le décès de Wayne en 1979. John Wayne, reconnu pour ses positions politiques conservatrices, a également fait des remarques controversées qui reflétaient des attitudes racistes et cherchait à rationaliser la saisie des territoires amérindiens au 19e siècle. C'était un républicain convaincu. Clint Eastwood, Louis,
adoptait une approche plus centriste, soutenant les candidats des deux principaux partis en fonction de leurs mérites individuels. Il a même assumé le rôle de maire de Carmel, en Californie, de 1986 à 1988. La tension entre John Wayne et Clint Eastwood semble provenir de la désapprobation de Wayne quant à la manière dont Eastwood représentait le Far West dans ses films. Wayne semblait nourrir du ressentiment envers l'ascension d'Eastwood dans l'industrie cinématographique et était peut-être envieux de son impressionnante carrière qui s'est étendue sur plus de 50 ans. Eastwood, qui a joué et réalisé une multitude de films, a remporté 5 Oscars et a fondé sa propre société de production, Mal Paso, qui a produit nombre de ses œuvres, connu pour son indépendance. Eastwood a même occupé le poste de maire à un moment donné. Ses conflits s'étendent au-delà de Wayne, car il a également eu des désaccords avec d'autres personnalités notables de l'industrie cinématographique, d'autres personnes avec lesquelles il s'est disputé. Clint a eu son lot de désaccords avec des personnalités du monde du spectacle, notamment le réalisateur Spike Lee. Lee a publiquement critiqué les choix de Clint dans ses films sur la Seconde Guerre mondiale, Lettres d'Iwo Jima et Drapeau de nos pères, affirmant que la représentation de certains groupes raciaux était insuffisante. Dans une réponse plutôt directe, Clint a suggéré à Spike de garder ses opinions pour lui. Heureusement, leur relation s'est améliorée au fil du temps. Clint s'est également retrouvé impliqué dans une violente dispute avec le réalisateur de documentaire Michael Moore après la sortie de son film à succès, American Sniper. Moore a exprimé ses inquiétudes sur les réseaux sociaux concernant la représentation favorable des tireurs d'élite dans le film, notamment en raison de l'impact personnel que cela a eu sur lui. Son grand-père a été tué par un tireur d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré les objections de Moore, American Sniper a touché une corde sensible auprès du public et est devenu un énorme succès au box-office. Le conflit entre Clint et Michael s'est intensifié lorsqu'ils ont tous deux assisté à un événement du National Board of Review. On raconte que Clint aurait fait une remarque audacieuse devant la foule, suggérant que si Michael venait chez lui pour l'une de ses célèbres interviews, il en profiterait pour lui tirer dessus, alors que le public a d'abord ri. Clint a rapidement fait comprendre qu'il était sérieux dans ses propos. Clint a nié que l'incident ait eu lieu, mais il a concédé que tirer sur Michael aurait pu être une mesure possible. Michael ne semblait pas croire ce qui s'était passé et a choisi d'éviter toute confrontation avec Clint, en particulier devant les caméras. Ceux qui ont eu des conflits avec Clint ont depuis fait amende honorable. Notre prochain cas met en scène un individu bien connu qui en veut à Clint et qui est tout à fait satisfait du dédain mutuel. Cet individu est bassiste Flea, qui a ouvertement critiqué Clint sur les réseaux sociaux pour ses commentaires irréfléchis concernant les autres races. Les remarques de Clint découlent de son point de vue sur le politiquement correct. Quoi, selon lui, affecte négativement l'industrie du divertissement. Clint a exprimé sa frustration face à la façon dont certaines déclarations, autrefois considérées comme non racistes, sont désormais classées comme telles. Il a également pris pour cible une génération spécifique qui, selon lui, est à l'origine de ce changement culturel. Bien que Clint se soit abstenu de nommer qui que ce soit dans sa critique de cette génération anonyme, Flea a trouvé ses commentaires offensants. En réponse, Flea s'est rendu sur les réseaux sociaux pour dénoncer publiquement Clint, affirmant que ses propos étaient préjudiciables à l'avancement de la pensée humaine. Il est important de mentionner que Clint n'a pas répondu aux remarques de Flea et ne reconnaît probablement pas qui est Flea. Notre prochain personnage notable, Sandra Locke, nourrit un ressentiment beaucoup plus profond et plus justifié envers Clint Eastwood. Sandra et Clint ont été en relation amoureuse pendant plus d'une décennie, entremêlant leur vie personnelle et professionnelle. Mais leur relation s'est finalement effondrée. Clint a semblé surmonter cette rupture avec une relative facilité, mais l'expérience de Sandra a été tout autre. Leur relation a commencé pendant le tournage de Josie Wales, Hors la loi, en 1976, ce qui a donné lieu à une vie commune et à une collaboration sur 5 films supplémentaires. Malheureusement, leur séparation fut marquée par des troubles et des conflits. Sandra a noté que les choses ont mal tourné lorsqu'elle a exprimé son ambition d'explorer des opportunités en dehors des projets de Clint. Bien que Clint l'ait soutenu dans le lancement de sa carrière de réalisatrice avec Rat Boy, Sandra a estimé que son nouveau chemin était la raison pour laquelle Clint l'a exclu de leur foyer.
Il a réussi à minimiser leur relation en affirmant qu'elle n'était qu'une colocataire temporaire. Dans sa quête d'équité, Sandra a intenté une action injustice contre lui. Finalement, ils sont parvenus à un accord à l'amiable, en partie parce que Clint a arrangé un contrat de réalisation pour elle avec Warner Bros. Malheureusement, cette opportunité s'est avérée être une imposture, puisque plus de 30 des scénarios soumis par Sandra ont été rejetés. Cela l'a amené à intenter un nouveau procès contre Clint pour fraude, qui s'est également soldé par un accord à l'amiable. Tout au long de sa vie, Sandra a gardé un sentiment d'amertume envers Clint, et elle n'était pas la seule à se sentir lésée. Beaucoup de ses partenaires à l'écran ont partagé des sentiments similaires. Mauvaise relation de travail. Les relations de Clint Eastwood avec les acteurs avec lesquels il a travaillé, notamment Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, ont souvent été difficiles. Malgré leurs performances dans les films acclamés Sully et J. Edgar, les deux acteurs ont franchement partagé leur malaise lors de leur collaboration avec Clint. Tom Hanks a notamment comparé le style de mise en scène de Clint à celui d'un cow-boy qui garde du bétail, admettant qu'il ressentait souvent le poids du regard critique de Clint, ce qui suggérait une insatisfaction à l'égard de son jeu d'acteur. De plus, Tom a souligné qu'il y avait une autre présence redoutable sur le plateau de Sully, l'héroïne de la vie réelle Chelsea Sullenberger. Chelsea a servi de consultante sur le plateau et s'est souvent retrouvée en désaccord avec Clint sur les choix créatifs. Il y a même eu un incident où Clint est arrivé en retard sur un tournage, ce qui a poussé Chelsea à le réprimander. Bien que Clint puisse avoir une apparence dure à Hollywood, il a clairement dû reconnaître la force de quelqu'un comme Chelsea. Leonardo DiCaprio a vécu une tension similaire en travaillant avec Clint sur J. Edgar, même en l'absence du personnage historique lui-même pendant le tournage. L'ambiance sur le plateau était apparemment assez intense pour DiCaprio. Bien qu'on lui ait proposé plus tard le rôle principal dans le film de Clint, Richard Jewell, il a finalement décidé de le refuser, malgré le succès de J. Edgar. Cela n'a pas suffi à inciter Leo à se lancer dans un autre projet sous la direction de Clint. Dans les années 1970, Clint Eastwood s'était forgé une solide réputation de star émergente du western. Certains critiques le comparant même à un jeune John Wayne. Si de telles comparaisons ont pu plaire à Clint, il est important de reconnaître que l'influence de John Wayne était absente en 1975. Cette année-là a marqué une étape importante pour Clint, puisqu'il a sorti son premier western autoréalisé, High Plains Drifter. Ce film s'écarte audacieusement des westerns conventionnels de l'époque, en adoptant un ton plus sombre et plus complexe. Il met en scène des personnages moralement ambigus, notamment l'interprétation de Clint lui-même dans le rôle principal. Bien que de nombreux spectateurs aient apprécié cette nouvelle approche du western, John Wayne a eu une forte réaction négative au film. Il était tellement mécontent qu'il rentra chez lui et écrivit une lettre furieuse à Clint, le critiquant pour ce qu'il percevait comme une représentation irrespectueuse de l'Ouest, le décrivant comme une époque moralement corrompue. Clint, cependant, choisit de rejeter les critiques de Wayne. Il reconnaissait le point de vue de John, mais estimait que leur point de vue divergent provenait du fossé générationnel qui les séparait. Alors que le film de John célébrait les pionniers de l'Ouest, Clint souhaitait utiliser le décor occidental pour explorer des récits plus complexes, à l'image de ses propres expériences personnelles, qui comprenaient souvent une série de relations amoureuses. Clint Eastwood Affairs. Margaret Johnson était la première femme de Clint, bien qu'il ait eu plusieurs relations avant de l'épouser. Ils se sont rencontrés à l'été 1953 par des amis communs et ont eu un rendez-vous à l'aveugle. À cette époque, Margaret travaillait comme secrétaire tandis que Clint se consacrait à son cheminement vers la gloire. Leur histoire d'amour s'épanouit et aboutit à leur mariage en 1953. Cependant, après 3 décennies passées ensemble, ils décidèrent de se séparer en 1984. Ils ont eu 2 enfants pendant leur vie commune, Kyle et Alice Eastwood. Malgré leur long mariage, il est important de reconnaître que l'engagement de Clint en tant que mari et père était compliqué. Des rapports suggèrent qu'il a eu de nombreuses relations extra-conjugales, et on pense que lui et Margaret ont eu un mariage ouvert. Ils ont officiellement divorcé en 1978. Rumeurs ont circulé sur les infidélités de Clint durant son mariage avec Margaret. L'une des premières liaisons qu'on a pu entendre concernait Jayne Mansfield,
bien que ces allégations n'aient jamais été confirmées. On pense que Clint et Jane ont peut-être eu une relation en 1954 alors qu'ils commençaient à être connus. Bien que la liaison présumée avec Jane reste non confirmée, son lien avec Mim Van Doren est considéré comme plus certain, car ils se sont rencontrés lors d'un tournage ensemble et ont rapidement noué un lien. Une autre relation notable a été celle avec Roxanne Tunis. Clint et Roxanne Tunis se sont croisés pour la première fois en 1959, alors qu'ils collaboraient sur la série télévisée The Affair. Leur lien s'est épanoui pendant plusieurs années, culminant dans une relation amoureuse qui a duré jusqu'en 1973. En 1964, ils ont célébré l'arrivée de leur fille, Kimber. Cependant, la vie amoureuse de Clint Eastwood fut compliquée, car il s'engagea également dans une relation avec la nageuse professionnelle Anita Lowe West à cette époque. Malgré sa relation continue avec Roxanne, la liaison de Clint avec Anita persista, ce qui conduisit à une situation tragique lorsqu'Anita tomba enceinte et décida finalement d'avorter. Tout au long des années 1960, la vie personnelle de Clint Eastwood fut marquée par diverses relations amoureuses, notamment une relation avec la chanteuse de jazz Smith. Il a également eu une brève liaison avec l'actrice culte Jill Banner de 1964. 1965. Des rumeurs ont circulé sur sa relation avec l'actrice française Catherine Deneuve, connue pour son rôle dans Belle du jour, ainsi qu'avec l'actrice Inger Stevens. En 1968, lors du tournage de la comédie musicale Paint Your Wagon, Clint a commencé une relation avec sa co-star Jean Seberg. Cette série de liaisons amoureuses a marqué la vie de Clint Eastwood à cette époque. La plupart des relations amoureuses de Clint Eastwood ont eu lieu avec d'autres célébrités, bien qu'il y ait eu des exceptions. Une rencontre notable a eu lieu avec Gyle Green, qui a interviewé Clint alors qu'il travaillait sur Two Mules for Sister Sarah en 1970, ce qui a donné lieu à une brève liaison qui a duré jusqu'à la même année. Une autre relation importante fut celle avec l'actrice Joanne Harris, qu'il rencontra lors du tournage des Proies en 1970. Leur liaison dura jusqu'en 1972. De plus, Clint eut une relation amoureuse avec Kathy Reen en 1971. Tout au long de sa vie, Clint a connu de nombreuses aventures amoureuses. Il a été infidèle à sa première femme et a eu des relations avec Roxanne Tunis, Joanne Harris et Kathy Reen. Il semble que Clint ait cherché à s'épanouir auprès de 4 femmes, dont le mannequin français Kathy. L'une de ses liaisons les plus célèbres fut celle avec Sandra Locke, qui éclata en 1975 sur le tournage de Josie Wales hors la loi. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, Clint et Sandra ont maintenu leur relation jusqu'en 1989, période pendant laquelle elle a subi 2 avortements pour lui. Au milieu des hauts et des bas de sa relation avec Sandra, Clint a cherché du réconfort dans une liaison avec l'analyste hollywoodienne Megan Rose. Elle a joué un rôle essentiel dans sa carrière en lui présentant le scénario du film Impitoyable. Leur relation a duré de 1983 à 1987, culminant avec la sortie du film acclamé par la critique en 1992. En 1983, Clint s'est également lié d'amitié avec l'actrice Jamie Rose, qu'il a rencontrée lors du tournage de La Corde serrée. Leur histoire d'amour a duré un certain temps avant de s'éteindre. De plus, l'infidélité de Clint envers Sandra a continué alors qu'il entamait une relation avec Jacqueline Reeves en 1984, ce qui a donné naissance à leurs 2 enfants, Scott et Catherine. En 1989, il a brièvement fréquenté Sonia Braga, après que leurs chemins se soient croisés pendant le tournage de The Rookie. La même année, il a également été en couple avec le mannequin Barbara Minty. Après sa rupture avec Sandra Locke, Clint a fréquenté Barbra Streisand, qui est devenue l'une des figures les plus marquantes de son histoire d'amour. En 1989, Clint s'est retrouvé en couple avec l'actrice de télévision Jane Cameron, l'ajoutant à la liste des femmes avec lesquelles il a brièvement été en couple cette année-là. Après sa séparation avec Sandra Frances Fisher en 1990, il rencontre Frances Fisher alors qu'il travaille sur le film Pink Cadillac, et ils entretiennent une relation amoureuse pendant plusieurs années.
Leur aventure commune prend fin en 1995 après la naissance d'une fille prénommée Francesca en 1993. Pendant son séjour avec Frances, Clint commence également à fréquenter Dana Ruiz, qui deviendra plus tard sa seconde épouse. Ils se sont mariés en 1996 et se sont séparés en 2013, accueillant une fille nommée Morgan en 1996, alors qu'il traversait son divorce. Clint est sorti avec la photographe Erica Tomlinson Fisher de 2012 à 2014. La relation la plus récente qu'il aurait eue était avec Christina Sanders, qui était un peu plus âgée que ses partenaires précédentes, mais toujours considérablement plus jeune que lui. Christina travaillait comme hôtesse lorsque Clint l'a invitée à sortir, ajoutant un nouveau chapitre à sa longue histoire de relation. Quoi? Comme son impressionnante collection de voitures. Semble être assez vaste. Collection de voitures. Bien que Clint Eastwood ait grandi dans un quartier aisé de Californie, il ne s'est pas beaucoup concentré sur ses études. Au lieu de cela, il aimait passer du temps avec ses amis et visiter les clubs de jazz locaux. Il a également occupé divers emplois temporaires, notamment celui de sauveteur et de caddie de golf. Malheureusement, sa situation financière l'a empêché de réaliser son rêve d'enfant de posséder une Ford Roadster Hot Rod. Cependant, comme il a connu le succès et la richesse plus tard dans sa vie, il a finalement pu poursuivre ses premiers rêves. Il a réalisé son rêve de longue date en acquérant une Lincoln K-Series décapotable de 1937, une voiture qui avait une signification personnelle profonde pour lui. Dans le film Honky Tonk Man de 1982, Clint conduisait une belle Lincoln K décapotable de 1937, dotée d'un robuste moteur V12 de 68 L, qui a été présenté pour la première fois en 1931. Ce modèle est devenu l'une des réalisations marquantes du constructeur de cette époque et est toujours très recherché par les collectionneurs aujourd'hui. Le plaisir qu'éprouvait Eastwood à conduire la Lincoln pendant le tournage l'a incité à en ajouter une à sa propre collection. l'Austin Healey. Saint-M de 1955 a eu un impact significatif après ses débuts au Salon de l'automobile de 1952 et a été encore plus acclamé lors de la course des 24 heures du Mans l'année suivante. Cette remarquable voiture de sport a rapidement développé une base de fans fidèles. En 1955, le constructeur commercialise une version améliorée et performante, baptisée Saint-M, dotée d'une suspension améliorée et d'une puissance de 110 chevaux au frein. Clint Eastwood, qui compte parmi ses admirateurs, décide de l'ajouter à sa collection. En 1953, Clint Eastwood se retrouve à un rendez-vous arrangé avec une secrétaire nommée Maggie Johnson. Leur connexion fut immédiate, et ils se fiancèrent en octobre de la même année. 2 mois plus tard, en décembre, ils se marièrent. Quelques années après leur mariage, ils accueillirent dans leur vie une Eldorado 1955, une voiture qu'ils chérissaient tous les deux profondément, la considérant comme bien plus qu'un simple moyen de transport. Avec son impressionnant moteur de 270 chevaux, ses élégants ailerons arrière et son prix de 628 $, c'était vraiment un véhicule époustouflant. Plus de 30 ans plus tard, Eastwood se souviendra avec tendresse des souvenirs qu'ils ont créés ensemble dans cette voiture. Après avoir ajouté une Austin Healey à sa collection, Clint a également acquis une Jaguar XK150 Roadster de 1960. Produit entre 1957 et 1961, ce Roadster britannique classique occupait une place particulière dans le cœur d'Eastwood, plus que la plupart de ses autres voitures. Avec seulement 9,385 exemplaires produits, il se sentait chanceux d'en posséder un. La voiture était équipée d'un puissant moteur de 38 L qui délivrait 220 chevaux et était la dernière de la série XK originale. Eastwood aimait tellement cette voiture qu'il l'a incluse dans le premier film qu'il a réalisé. La Morris Mini Countryman Cooper S de 1966 était une autre pièce remarquable de sa collection, capturant l'essence de la légendaire Mini Cooper S, équipée d'équipements de course. Elle se présentait sous la forme d'un break compact. En 1966, après le succès des précédents films de Sergio Leone, Clint a été convaincu de jouer un rôle dans Le Bon, La Brute et Le Truand. D'abord hésitant, il finit par accepter le rôle après s'être vu offrir une Ferrari 275 GTB.
Sa collection comprenait également une Grand Torino Sport de 1972 et une Ferrari 365 GT4. Berlinetta Boxer de 1974 ainsi qu'un GMC Typhoon et une Fiat 500 électrique de 2014. Tout au long de sa carrière, Clint Eastwood a été connu pour son esprit indépendant, refusant souvent des offres de films et s'imposant comme un réalisateur à succès et un acteur remarquable. Eastwood a reçu de nombreuses récompenses et nominations tout au long de sa carrière au cinéma, à la télévision et dans la musique. Ses plus grandes réussites sont venues de son travail au cinéma, qui lui a valu des distinctions prestigieuses telles que les Oscars, les Directors Guild of America Awards, les Golden Globe Awards et les People's Choice Awards, entre autres. Il est notamment l'un des 2 seuls individus à avoir reçu des nominations pour les prix du meilleur acteur et du meilleur réalisateur pour le même film, en particulier pour Impitoyable et Million Dollar Baby, l'autre étant Warren Beatty. Aux côtés de Beatty, il rejoint les rangs de Robert Redford, Richard Attenborough, Kevin Costner et Mel Gibson en tant que réalisateur également reconnu comme acteur et lauréat d'un Oscar pour sa mise en scène. Le 27 février 2005, il est devenu l'un des 3 seuls réalisateurs vivants, aux côtés de Milos Forman et Francis Ford Coppola, à avoir réalisé 2 films récompensés par l'Oscar du meilleur film. À 74 ans, il détient le record du plus vieux lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur. Eastwood a également dirigé 5 acteurs qui ont obtenu des Oscars. Gene Hackman dans Impitoyable, Tim Robbins et Sean Penn dans Mystic River, et Morgan Freeman et Hilary Swank dans Million Dollar Baby. Le 22 août 1984, Eastwood a été célébré au Grauman's Chinese Theatre, où il a immortalisé ses empreintes de mains et de pieds dans le ciment. Il a reçu le prix AFE Life Achievement Award.